Bonsoir à tous. Bonsoir. On se retrouve ce soir pour parler des maladies à l'aube de la civilisation occidentale, livre de 500 pages, paru en 1983, dont l'auteur est Mirko Germek, et que vous devriez pouvoir trouver au prix de 30 €. En tout cas, moi, je l'ai payé 30 balles. Donc voilà, avant de périr par millions en Europe à cause bien des rats venus d'Asie et du Proche-Orient, il est temps de voir ce qui nous décimait par pelleté dans les temps de la naissance de notre monde. Enfin, du monde grec, en fait. Alors, commençons par l'auteur et le contexte. J'avais pas mis, hop, le diapo. Donc, Mirko Dražen Germek est un chercheur et médecin français d'origine croate, comme vous avez pu le deviner ou pas au nom, né en 1924 à Krapina, en Croatie actuelle donc, et mort en 2000 à Paris. Étudiant d'abord à Zagreb puis en Italie, il rejoint notamment la résistance française en 1942, il retourne en Yougoslavie en 1945 pour étudier la médecine, et il est d'abord médecin généraliste. Il devient par la suite chercheur et obtient son doctorat à Zagreb en 1958. Il s'installe à Paris en 1963. Alors je ne sais plus si c'est volontaire ou non, les exils étant légion à cette époque-là de l'autre côté du rideau de fer, et il devient citoyen français en 1967. Il y obtient en France son diplôme de lettres par ailleurs et devient chercheur au CNRS. Il est ensuite directeur de recherche au CNRS, il enseigne à Berkeley, il enseigne à Genève, à Bologne, à Lausanne. Il est président de l'Académie internationale d'histoire des sciences, il collectionne les récompenses, travaille aussi à la coopération entre la Croatie nouvellement indépendante et la France, et donc avant sa mort, une sommité relativement anonyme comme beaucoup d'autres, ou peut-être ne l'est-il pas, et peut-être que cela tient à une époque que je n'ai connue bien que gosse, et qu'il était plus célèbre que je ne le pense. Il se suicide parce qu'atteint de la maladie de Charcot, c'est ce que je suis allé chercher en farfouillant un petit peu et que l'on ne trouve pas forcément de mémoire dans sa biographie officielle. Que l'on ne m'en veuille pas si j'ai travesti la réalité, c'est d'entière bonne foi, notamment au constat de certains propos nécrologiques, laissant plus que transparaître une fin choisie. Encore un homme donc à la confluence de l'histoire et de la science, resté célèbre pour le concept de la pathocénose, donc les maladies et la physiologie et leur histoire, dans une approche on va dire épidémiologique. C'est donc cette pathocénose, je cite parce que l'on ne peut pas faire mieux, la coexistence de toutes les maladies dans un temps, un lieu et une société spécifique. Ce qui est clairement le cas ici, puisque le livre vise à restituer l'état pathologique du monde grec. L'œuvre mêle donc un travail d'hypothèse et de constat, constat paléopathologique et tiré des textes, en essayant de dresser un état des lieux général, mais aussi en livrant des statistiques quand cela est possible. Ainsi donc que des hypothèses et théories, parce que la maladie est une réalité certes, mais elle est aussi une idée qui dépend du mode de vie, de la culture et de la manière dont elle est perçue en un temps et en un lieu. Donc un fait social et un fait physique. À noter que le livre dont nous parlons est donc daté, sans trop l'être, puisque de 1983, comme je l'ai dit, et que pour pas mal de données et pas mal d'hypothèses, eh bien comme le précédent, qui était de 2003, plusieurs décennies après, et suite à quelques rapides recherches de ma part, eh bien rien n'a changé ou pas grand-chose, mais il faut quand même être prudent. Par contre, sauf erreur, le livre n'a pas bénéficié d'une nouvelle parution depuis 1994, et donc vous le trouverez dans son jus. Moi j'ai une édition qui pue le vieux, littéralement au sens strict, qui doit être la première je crois, et qui est encore plus ancienne que l'image que j'ai mise. Donc voilà, lançons-nous dans le propos que je vais vous restituer comme d'habitude. Il faut donc dire comme le précédent que confluence d'histoire et de science oblige, je vais essayer de l'essorer pour vous garder les principales données et apports. Quid donc de la maladie des Grecs ? Je cite l'auteur. Il faut préciser d'emblée, ce livre n'est pas une histoire de la médecine, mais une histoire des maladies. Et nous sommes ici dans le monde grec, avec toutes les difficultés inhérentes à ce dernier.
À ce point de vue, les textes médicaux présentent des opacités notables. Il a fallu que la maladie, qui est du monde de l'idée, avec certes une pathologie visible, se conceptualise selon des références qui ne sont plus toujours les nôtres, voire qui ne sont jamais les nôtres. Vous avez ici bien sûr la représentation des humeurs, parce que les humeurs chez Hippocrate sont à la fois conséquences de la philosophie grecque et des observations pathologiques, fruit d'un temps, mais surtout d'un lien avec la réalité clinique. Le diagnostic, c'est le lien entre la doctrine et l'observation. Je cite l'auteur. Pour rendre compréhensibles les anciens textes médicaux aux lecteurs modernes, il faut se résoudre à des interprétations qui dépassent largement le cadre d'une entreprise purement philologique. L'écueil en la matière est donc souvent une dénomination, parfois proche, parfois éloignée, pour des pathologies qui, quand elles existent encore de nos jours, devraient se traduire de façon équivalente chez le grec du temps, au vu du peu d'évolution. Commençons par la réalité pathologique et les plus anciens textes grecs. Les textes de la collection hippocratique, c'est-à-dire une soixantaine de traités médicaux assez disparates qui sont traditionnellement attribués à Hippocrate, membre le plus prestigieux des Asclépiades de Cos, constituent le plus ancien témoignage professionnel sur les maladies dans le monde grec. Dans toutes les civilisations, la maladie est absente de l'âge d'or. Elle n'est présente que dans l'humanité corrompue, que l'on justifie cela par une éthique particulière ou non. Remonter plus loin que ces textes hippocratiques est nécessaire, mais se heurte à la difficulté d'interprétation moderne des maladies décrites. D'abord, l'auteur note la richesse et la quasi-exclusivité du vocable indo-européen dans le langage médical grec. On commence par l'Iliade. Un jour, j'oserais m'y attaquer dans un dimanche, donc je ne m'appesantis pas sur le contexte. On sait qu'Homère, disons qu'il en est l'auteur pour un petit peu simplifier la chose, est un homme d'un temps qui écrit sur un autre temps, ou en tout cas le devrait, enfin écrit, bref, vous m'avez compris. Donc dans l'Iliade, la mort y est intensément présente, principe physique et âme quittant le corps pour poursuivre une triste existence souterraine. La terreur psychologique devant la mort, maladie de l'esprit, n'est pas non plus absente, ni certains de ses signes physiques. Néanmoins, au-delà de l'évidente mort violente favorisée des dieux, se tient aussi la mort subite, provoquée par eux, la mort par chagrin, du tragique, et la dévalorisée, dans l'esprit du temps, mort de maladie ou de vieillesse. Dans un monde du sang, de la race et de l'aristocratie, la bonne santé est avant tout lignée et hérédité. L'homme, comme la plante, n'est que le produit de sa semence. Il est aussi le produit de sa terre, littéralement, puisque l'abondance et l'opulence donnent une certaine longévité, mais pas l'envie de se battre. Le héros d'Homère, lui, est à toute épreuve, il est absolument parfait de vigueur. Il meurt, mais il n'est jamais malade. Il s'évanouit, mais il se réveille instantanément prêt au combat. La difformité y est rare, éminemment négative, et le seul trait d'anormalité, disons, répandu, mais compensé par d'autres qualités, c'est la cécité. Sans parler d'Homère lui-même, dont on sait que l'on ne sait rien supposé à être aveugle. Cécité acquise le plus souvent. On mettra de côté, comme l'auteur, l'étrange théorie dont on avait parlé avec Pastoureau, du daltonisme grec avec le bleu, totalement fantaisiste. Mort partout dans l'œuvre donc, mais pas de maladie. Le texte d'Homère n'est néanmoins pas muet sur la blessure traumatique. On peut dresser un tableau statistique de 147 blessures et plus de 100 mortelles. Alors certes, on constate une corrélation entre les chiffres, le lieu de la blessure et l'arme employée, mais l'Iliade reste une poésie. Je cite l'auteur. En un mot, les conclusions tirées de la statistique des blessures homériques doivent se limiter au constat de certaines tendances dans la pensée du poète. Mais par ailleurs, je cite à nouveau, les descriptions homériques des traumatismes attestent une excellente connaissance des endroits vulnérables du corps humain, de la disposition anatomique des principaux organes et de la conséquence la plus probable des lésions qu'ils subissent. Ce que je confirme par ailleurs, ça fait partie des choses qui marquent à la lecture, on sait comment on meurt et on sait le décrire avec un réalisme cru. On connaît
La blessure et la mort qui frappent la tête, la fragilité du cou, la fréquence des blessures au tronc et les coups inguérissables sur des régions comme le bas-ventre. En fait, à part une blessure au membre, peu de chances de survivre pour les héros d'Homère, et sans doute d'ailleurs à l'avenant pour les guerriers du temps. Et ici le sarcophage romain qui présente la mort d'Hector. Il est fait sommairement, mais avec réalisme, une description des plaies et des symptômes, impossible à inventer à moins de les avoir vus ou vécus. Le seul absent est le malade, donc au sens du diminué. Chez Homère, on meurt ou l'on se rétablit en un instant, comme d'ailleurs le paysan de Montaillou, ce qu'avait relevé le roi Ladurie, on en a parlé. Aucune dysenterie dans le camp, pas même un rhume. L'auteur passe ensuite à la théogonie d'Hésiode. Alors si on reparlera un jour, si j'en ai le courage, ou l'Ubris d'Homère, Hésiode ce sera probablement sans moi, puisqu'il est fondamental pour la cosmogonie grecque, mais c'est assez chiant comme lecture. Ici, la seule remarque fondamentale donc, dans cette œuvre, c'est que les maladies deviennent multiples et non plus les dieux pour intercesseurs. Même si la maladie comme phénomène strictement naturel, textuel, n'émerge pas avant le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais donc reprenons la chronologie, avec cette fois les poètes lyriques des 7e et 6e siècles. Disons que l'on ajoute une dimension. On parle par métaphore, mais l'on décrit l'amour et ses effets psychosomatiques, l'ivresse en tant qu'extase, mais pas en tant que pathologie par contre, puisque en effet, comme le relève l'auteur avec une certaine malice, je le cite, « Ne valait-il pas mieux pour un grec d'autrefois risquer une cirrhose hépatique à l'âge qui dépassait la longévité moyenne, plutôt qu'une dysenterie par infection hydrique dans la fleur de sa jeunesse ?» On sait aussi, chez ces poètes, parler de soi, se plaindre de la pauvreté, du froid, de la faim, de leurs effets, des engelures, œdèmes et autres ulcères. Mais, donc, avec le 5e siècle, on commence à déborder de sources écrites, médicales et autres, mais avant cela, l'auteur compte enchaîner avec le non-écrit, avant, on va dire, de passer au siècle que l'on connaît mieux, non-écrit peut-être moins parlant, mais aussi moins trompeur. Ce qui nous amène à la paléopathologie et aux ossements anciens. L'étude de la chose est assez récente alors. Je cite l'auteur, c'est seulement à partir de la seconde moitié du 19e siècle que les anthropologistes et les médecins abordent la paléopathologie humaine. Et c'est seulement au début du 20e, avec la radiologie, que tout cela explose, mais à cette époque-là, avec une étude encore restreinte, centrée notamment sur les momies et sur la préhistoire. Au temps de l'auteur commence l'intérêt pour de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes. On est encore au début, disons, des méthodes de pointe que l'on connaît aujourd'hui et surtout des conclusions que l'on en tire. Mais assez peu de recherches ont été faites sur la Grèce au moment de la publication. D'abord, les recherches menées au 19e, notamment par Schliemann, que vous voyez ici, on négligeait les ossements, très souvent endommagés ou conservés en petit nombre, et le crâne était le seul jugé réellement important. En 1884, on connaît seulement 90 crânes, l'étude est souvent faite avec un but racial, avec des pélages brachycéphales et des hélènes dolichocéphales forcément, ce qui est fort contesté dès l'époque et puis qui s'avérera tout à fait faux. Puis donc, trou noir pendant 50 ans, on ne fait plus rien. C'est l'homme que vous voyez là, John Lawrence Angel, qui relance l'ostéopaléontologie et la paléopathologie en Grèce après 1945. Mais alors que nous disent ces ossements ? Ils nous disent qu'on a moins de fractures du fait d'un style de vie différent, que la blessure au combat des hommes est monnaie courante, que le prince mycénien est physiquement et par ses blessures apte à évoquer la geste homérique. À partir de l'âge du fer, on constate des traitements plus efficaces des fractures des membres, même si c'est très souvent la nature qui continue à officier. Et on constate aussi, en général, une différence de traitement entre l'aristocrate et le péon. La trépanation pratiquée remonte au néolithique, on le sait. À l'époque des textes médicaux de la Grèce classique, l'opération est précise, elle est très bien connue. Et, je cite l'auteur, les trouvailles ostéo-archéologiques sur le territoire de l'ancien monde grec suggère l'hypothèse selon laquelle l'origine de la trépanation n'est pas à chercher dans la chirurgie rationnelle, elle apparaît initialement comme une intervention rituelle, exécutée d'abord sur les cadavres, puis sur des têtes vivantes.
L'expérience a enseigné qu'on peut survivre à l'ouverture de la boîte crânienne. Les squelettes du temps révèlent toutes sortes de déformations, innées ou acquises. Le cancer est lui un absent, et à l'époque de l'auteur en tout cas, on n'a encore identifié aucun cas certain de tumeur maligne sur les ossements anciens en Grèce. Le rachitisme est lui aussi absent, je cite à nouveau l'auteur, c'est au temps de la domination romaine que la concentration urbaine, le changement d'habitudes alimentaires et la paupérisation de certaines couches de la population se sont conjugués pour favoriser le rachitisme. Et de la même façon, en Grèce au moins, pas de scorbut avant le Moyen-Âge, puisqu'on est dans un monde méditerranéen, on a du fruit et du légume en abondance. L'arthrose est très répandue, et si l'on n'a pas de carie, eh bien, l'effort masticatoire sur les aliments non transformés abrase les dents et provoque de l'arthrose maxillaire. Celle des membres est encore plus répandue du fait de la dureté, notamment des conditions professionnelles, avec néanmoins une diminution entre l'époque archaïque et classique, inclinant à penser à une amélioration des conditions de vie et notamment de travail. Je passe sur les rhumatismes et autres, vous avez compris l'idée. Ce qui nous amène à la paléodémographie et aux conditions de vie. Je cite l'auteur, pour se faire une idée, même assez vague, de l'état de santé des anciens habitants du monde grec, il est utile, voire indispensable, de déterminer au préalable quelques-unes de leurs caractéristiques démographiques. Bon, passons sur la révolution néolithique, ses effets négatifs sur le développement de nouvelles maladies infectieuses par les regroupements de population, par la cohabitation avec des animaux domestiques, etc. On résume ça en citant l'auteur. Les avantages biologiques d'un mode de vie sédentaire dans un habitat protégé et avec des ressources essentielles plus ou moins assurées l'emportaient probablement sur ses inconvénients sanitaires. La première vraie amélioration paléodémographique, c'est l'âge du bronze moyen de Mycène et des Minoens. Changements physiques, changements sociaux, afflux notamment indo-européens, on connaît les invasions doriennes renouvelant le pool génique. Et aussi, eh bien tout simplement, je cite, l'essor de la civilisation, d'une société qui sait et peut contrôler un certain nombre de facteurs pathogènes. Après le passage de l'âge que l'on appelle sombre, consécutif à l'effondrement de ces civilisations, la marche en avant reprend vers 800 avant Jésus-Christ. Durée de vie et taille atteignent eh bien, les standards de l'Europe jusqu'à la fin du 19e, en tout cas dans ce coin-là. Je cite. Certes, il y a des ombres à ce tableau. Les combats ne cessent jamais, le travail est souvent dur et épuisant, les maladies sont plus variées qu'autrefois. La menace grave, c'est toujours la surpopulation. Le bien-être conditionne une très forte poussée démographique, celle-ci oblige à l'exportation des hommes, c'est-à-dire à l'expansion coloniale. Et on connaît cette tendance grecque du temps d'alors qu'on retrouvera à d'autres époques et qui est une logique de surpopulation explicative parfois oubliée. Et étrangement, eh bien à partir du 5e siècle, la médecine scientifique grecque se constitue au moment de la rupture de l'équilibre pathocénosique, la distribution des maladies. Parallèlement à son développement, donc à cette médecine scientifique, la santé des Grecs se détériore. Et là où le médecin du temps voyait des causes morales, nos scientifiques, bien sûr, cherchent des causes matérielles à ce déclin de la santé publique du temps, et donc plutôt dans les conditions sociales, la surpopulation urbaine, les déplacements, le ravage des campagnes, notamment à l'époque de la guerre du Péloponnèse, l'abandon du drainage des marais, plutôt qu'en fait à une réaction nouvelle à des microbes pathogènes. Parce que si la Grèce bénéficie certes d'un climat favorable, c'est, comme vous le savez, un petit territoire cloisonné, peu propice à une grande concentration humaine. Mais alors quelle démographie pour cette Grèce en dehors des spéculations ? Le néolithique étant entré en Europe par les Balkans, pas de surprise à voir la péninsule connaître une croissance. À l'âge du bronze récent, la Crète compte peut-être 250 000 habitants, la Messénie 180 000 par exemple, entre autres. Les villes fortifiées se multiplient, les villages s'agrandissent, 500 habitants en moyenne, le taux de natalité estimé est d'environ 45 pour 1000, le taux de mortalité de 40 pour 1000, donc un accroissement de 0,5% annuel, ce qui est assez énorme. Inutile de vous rappeler le nôtre, dans des conditions sanitaires en plus de ça différentes. Bon, avec chez nous un quart de fœtus avortés, certes, mais passons, ce n'est pas le sujet. Pour l'auteur,
eh bien les chiffres sont cohérents avec l'observation ostéo-archéologique, notamment des os du bassin féminin, puisqu'une femme donne 4 à 5 enfants et pas plus parce que l'on meurt jeune, on y reviendra. Alors je vous ai mis ici en exemple la démographie de la Grèce, disons moderne, pour une idée comparative, la Grèce antique faisant un territoire à peu près estimé à 60 000 km², vous avez une comparaison possible avec les données de 1889 et de 1907. Et donc la démographie, après une pause, reprend, on l'a dit, ça marche en avant du 8e au 5e pour arriver environ à 3 millions d'habitants, un 7e de toute l'Europe, un chiffre, comme vous le voyez, largement supérieur au milieu du 19e, voire à sa fin, à territoire égal, et avec, dans ce territoire de la Grèce antique, une inégale répartition, puisque ça va jusque 160 habitants au kilomètre carré pour l'Attique. L'Attique et Athènes ne sont pas la norme dans un monde, par ailleurs, essentiellement agricole. Je cite à nouveau l'auteur. Les germes pathogènes ont souvent forgé le destin des individus et des sociétés. Si l'homme a réussi assez rapidement à dominer tous les animaux, il est resté jusqu'au siècle dernier sans défense efficace contre des êtres vivants tellement minuscules qu'ils échappaient à l'observation. Pour cette doctrine, cette théorie de la pathocénose, ou en tout cas ce terme, la longévité moyenne est une donnée essentielle, mais pour cela il faut un nombre conséquent d'échantillons. L'auteur va utiliser les travaux de 1972 d'Engel, dont on a parlé, calculant non pas l'espérance de vie à la naissance, puisque la mortalité avant 15 ans était très importante, mais l'âge moyen au moment de la mort de l'adulte. À l'âge du bronze ancien, dans ce territoire, c'est environ 35 ans pour les hommes, 30 ans pour les femmes, et on atteint 38 et 30 à l'âge du fer. Pour l'aristocratie masculine du temps, je cite l'auteur, les faits d'armes exposaient ces chefs guerriers si souvent et si précocement au risque mortel que la durée moyenne de leur vie était égale à celle de leurs sujets. Par contre, l'aristocratie féminine pouvait espérer vivre plus longtemps que son peuple si elle échappait à la mort en couche. Bonsoir. Donc à l'époque classique, un petit peu d'amélioration puisque l'âge moyen du décès pour l'adulte atteint 45 ans pour les hommes, 35 ans pour les femmes. En gros, une fois dépassé 15 ans, si vous avez cette chance, il vous restait 25 ans à vivre, en tout cas selon l'ostéo-archéologie. Les textes étant bien trop ponctuels et les épitaphes étudiées ont donné des modèles de mortalité absolument aberrants. Mais bien entendu, la longévité moyenne de l'adulte ne correspond pas non plus à la longévité maximale. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit un jour, mais la Grèce était une gérontocratie. Les vieillards sont certes peu nombreux, mais sont tout à fait verts, et on considère dans les textes, disons, en moyenne, l'âge maximal de l'homme à 80 ans, alors qu'on a parfois des épitaphes qui relèvent des âges supérieurs aux centenaires. Voilà pour l'âge. Pour la taille, elle baisse légèrement à l'apparition de l'agriculture pour se fixer à 1,66 m dans le néolithique récent, ce qui s'explique assez bien en termes de régime alimentaire, puisque nous sommes dans un temps de transition, donc le temps que soient apprivoisées certaines cultures ou que ne progresse la pêche, par exemple. Et s'ensuit une augmentation jusqu'à l'époque hellénistique, où l'on atteint 1,72 m en moyenne pour les hommes. Ce qui est une taille... comme vous le voyez, tout à fait moderne et correspondante notamment au 19e généralisé en Europe. De même, les tombes mycéniennes révèlent une aristocratie plus grande que ses sujets, de 5 cm en moyenne. L'habitant moyen, en tout cas selon les ossements que l'on a, est trapu, robuste, très éloigné des standards que l'on a de la statuaire. Mais donc, en règle générale, au global règne quand même plus souvent dans cette société la carence que l'abondance, du fait notamment de l'alimentation et des variations que peuvent connaître notamment le climat ou les conditions sociales et militaires. Bien, on a fait un petit peu le tour de cette première question, nous allons parler maintenant toute maladie et autres saloperies qui infectent l'homme, et pour cela, juste avant, je vais boire une toute petite gorgée. Et pour ce faire, nous commençons par les inflammations. Inflammations, bien entendu, purulentes.
Un célibataire Bienvenue à toi, effronté écoute, se tu lance deviens donc soudain un à célibataire l'assaut. effronté, sois le bienvenu. Donc, dans ces inflammations purulentes, ce sont ici les bactéries qui sont en symbiose quasi génétique avec l'homme. Je cite l'auteur, c'est, répétons-le, cette adaptation mutuelle parfaite, faisant du germe pyogène un compagnon saprophyte. Alors, saprophyte, c'est typiquement le genre de vocabulaire dans le livre un petit peu médical, un petit peu soutenu, qui rend la soupe parfois un petit peu indigeste. Saprophyte étant qui tire sa subsistance de la décomposition. Donc, vous comprenez l'idée. Donc, ce germe, compagnon de l'homme, qui est donc la meilleure preuve, cette symbiose de l'antiquité des maladies banales à suppuration. Donc, dans le temps, sinusite, abcès et autres parodontites ne manquent pas. L'interprétation du mécanisme de suppuration, néanmoins, de par sa nature, eh bien, ne pouvait se faire avant le 19e. Néanmoins, c'est un phénomène qui est perceptible à l'œil nu et sa racine sémantique indo-européenne est mémorielle dans le langage. Les premières descriptions viennent chez Hérodote, et très souvent, le caractère tout à fait bénin de la plaie, et pourtant la force de l'infection qui s'ensuit, eh bien, font penser à une intervention divine. Cette interprétation n'aura bien entendu plus cours à l'époque classique, où l'on est conscient, eh bien, notamment des risques d'atteinte de la chair et de l'os et autres gangrènes. À savoir aussi, suppuration externe comme interne était connue, donc otite, pneumonies et autres joyeusetés. Nous en venons ensuite à l'origine et à la dissémination de la syphilis. Voilà qui vous intéressera, j'en suis sûr. Donc avec la lèpre et la tuberculose, ce sont les tueuses silencieuses et de long terme. Mais celle-ci, la syphilis, est observable sur les os, ce qui permet de tracer l'agent causal. Or, dans le cas grec, aucune trace ostéo-archéologique n'a été relevée. Ce qui fait conclure à l'auteur, à notre avis, la syphilis n'a pas existé dans l'ancien monde grec. Alors, je vous ai mis ici une carte, tout simplement parce que, à l'époque de l'auteur, comme 40 ans après, le débat entre l'origine américaine ou simplement l'existence du tréponème pâle, responsable de la syphilis dans le monde entier, avec des effets variables, fait encore rage. En tout cas, au-delà de la théorie, aucun ossement méditerranéen ne montre de signe de l'infection. Alors, je vous épargne le reste, l'auteur penche pour une origine américaine, ce qui n'est pas le consensus scientifique aujourd'hui, mais ça n'est pas très important. En général, en tout cas, les savants grecs sont assez muets sur les maladies génitales, et en fait, la maladie vénérienne, type syphilis ou blénorragie, semble bel et bien absente, au contraire des mycoses et autres herpès. Nous passons ensuite dans l'œuvre à la lèpre et à son expansion. Parce que, pour l'auteur, de par la parenté des bacilles, cette dernière, la lèpre, ne peut être séparée de la tuberculose. La lèpre est atroce visuellement, vous le savez, elle est inexorable, elle est lente, et elle se scinde entre lèpre lépromateuse et lèpre tuberculoïde, la première étant la plus courante et celle que l'on a en tête et qui vous fait ressembler plus ou moins à Michel Galabru, comme vous voyez sur l'image. Elle laisse donc, vous le voyez ici, des traces claires sur les ossements, le syndrome de Bergen sur le faciès, notamment ce faciès dit léonin, et elle laisse des traces sur les petits os des extrémités. À l'époque de l'auteur, on n'a aucune trace avérée sur les ossements, et 40 ans plus tard, donc à notre époque, on estime qu'elle est apparue il y a 3500 ans en Afrique de l'Est, et a donc pu sporadiquement être présente dans l'âge du bronze européen, mais très clairement, pas réellement en masse avant l'Empire romain. Ce qui est bien, puisque d'ailleurs, ce qui est bien en général quand on a un livre scientifique légèrement daté, mais pas trop, puisque l'on peut confronter les hypothèses de l'auteur et les avancées de la datation en quelques minutes sur le net, pour voir comment un petit peu se tiennent les raisonnements. Alors, les représentations qui figureraient la maladie ne sont pas plus convaincantes, la littérature peut l'être un peu plus, mais le problème c'est surtout la datation des textes, généralement des textes médicaux indiens et chinois dont la datation n'est pas toujours certaine, mais qui colle un petit peu à ce que la génétique a apporté comme réponse aujourd'hui. En tout cas, l'auteur adhère à sa présence de la lèpre dans le Lévitique, notamment ses mesures d'exclusion et sa prophylaxie. Ce qui est possible puisque la datation historique du texte renvoie en partie au 5e avant Jésus-Christ. Vous avez ici le vase de Bethshan, je cite l'auteur.
si le vase anthropomorphe de Beth-Shan, qui est daté environ de 1300 avant Jésus-Christ, et les textes cunéiformes babyloniens rendent probable l'existence de la lèpre dans la terre promise avant l'arrivée des Hébreux, donc si toute cette logorée, selon l'auteur, se tient, eh bien, comme j'ai dit, pour l'intérêt de la confrontation des données, je suis allé vérifier, c'est loin d'être certain, au vu de la date d'apparition estimée de la maladie. En fait, partant de là, toute la démonstration dans le livre paraît erronée sur ce point, mais ça n'est pas en mon pouvoir ni en ma capacité de le certifier. Simplement, avec les données les plus récentes, on peut douter que la lèpre soit présente effectivement dans cette terre promise à cette époque-là. Dans le premier empire babylonien, il y a peu de chances que la lèpre fût présente. Dans le second et chez les Perses, c'est possible, c'est peut-être même probable par la mer Rouge. En tout cas, ça n'est pas une maladie du monde grec, puisque le mot grec lépra, qui est dérivé de lépros écailleux, apparaît lui au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais ne désigne pas encore ce que nous connaissons nous comme la lèpre. C'est encore une maladie sans gravité et une maladie différente. Bref, pas d'ossements, pas vraiment de certitudes autres, la lèpre a toutes les caractéristiques d'une maladie exotique, si ce n'est inconnue dans la Grèce classique. Ce n'est pas avant ce que les Romains appellent l'éléphantiasis, au début de l'ère moderne, qu'on dispose, enfin au début de la datation, on va dire post-christique, qu'on dispose de descriptions claires de la lèpre. Et donc, eh bien, au temps romain, je cite l'auteur, la nouveauté, la variété et le flottement de la terminologie prouvent que les médecins grecs se trouvaient aux prises avec une maladie qu'ils ressentaient comme arrivée récemment et dont ils ne trouvaient pas de renseignements adéquats dans les ouvrages des grands maîtres du passé. Donc en cet endroit, il y a 2000 ans, une maladie, la lèpre, vue comme nouvelle. Alors, je passe sur le reste de la propagation de la lèpre au Moyen-Âge, puisque l'auteur sort un peu du cadre temporel de son propre sujet. Tout juste dira-t-on que la maladie inspira toujours la terreur et des mesures prophylactiques, alors que, bien finalement, moins contagieuse que la plupart des autres, et que le terme lèpre va supplanter éléphantiasis, et que effectivement ces mesures prophylactiques sont et découlent sans doute de bien on va dire la cruauté visuelle impose cette maladie. On en vient ensuite à la tuberculose. Tuberculose qui est elle, eh bien, le méga tueur du temps, et ce tueur est bien connu, encore que le bacille responsable à toutes sortes d'effets. Sa localisation dans les poumons est courante, elle n'est pas forcément forcée, et elle peut être osseuse. Alors là encore, une maladie d'Afrique de l'Est, des mutations, mais peut-être plus anciennes, il y a 10 à 15 000 ans. Donc on a déjà des descriptions, des tableaux cliniques précis il y a plus de 3000 ans en Orient, mais quid eh bien, de la Grèce classique dont on parle? Eh bien la phtisie, qui est ce terme générique de consomption, désigne rapidement le poitrinaire, avec un tableau clinique bien circonscrit dans les écrits hippocratiques, qui peut parfois englober des affections très proches. Connaissance d'ailleurs si précise qu'elle pose bien pour l'auteur la question même de l'autopsie, car il est quasiment impossible de décrire aussi justement eh bien, l'invisible intérieur. Et donc la maladie est certes observée et décrite, mais le pulmonaire reste un symptôme parmi d'autres crachats et diarrhées chez le médecin grec. Et finalement, pour l'auteur, la faible contagiosité de la lèpre eh bien, a entraîné sa quasi-disparition par immunisation via la tuberculose, qui devient, elle, endémique à mesure des transformations sociales du 15e, les deux bactéries en bâtonnets étant proches. Un petit peu comme la peste que l'on a vu la semaine dernière. Et l'on passe à complètement autre chose, puisque l'on va parler de la nocivité des fèves. Pourquoi ? Eh bien, c'est très intéressant parce que toute pénétrante, philosophique, observatrice que fut la médecine hippocratique, la réalité y a été parfois mise de côté parce que correspondant à des intuitions vues comme archaïques. Comme l'infection par exemple, que j'avais décrite tout à l'heure comme presque magique à la base avant de devenir plus rationnel, mais bien malheureusement parfois le magique peut lui devenir réel. Ce qui permet à l'auteur d'interroger le lien entre scientisme et observation rationnelle, allant parfois à son encontre. Donc les fèves. Vous voyez ici de magnifiques fèves. L'auteur, pour ce faire, prend Pythagore à témoin et son interdiction des fèves énoncée, que personne ne comprenait plus un siècle à peine après la mort du maître.
La fève était fort répandue depuis l'âge du bronze, rien de plus classique que cet aliment encore aujourd'hui. Elle était interdite parfois dans le cadre d'une diététique sacrée, une cosmologie et une éthique, peut-être d'origine indo-européenne, puisque quoique l'on retrouve la même chose chez les Égyptiens du temps d'Hérodote. Mais alors donc, pourquoi cette interdiction archaïque ? La légende apocryphe dit que Pythagore fut tué en refusant de traverser un champ de fèves pour fuir ses poursuivants. Donc, quelle part de légende et de réel dans cet interdit ? Tout a été invoqué, mais si l'on était rationnel et hippocratique, il fallait sauver le soldat Pythagore en trouvant une autre signification que la magie primaire. Donc tout a été invoqué, inceste, flatulence, trouble de l'âme, ressemblance des fèves avec les testicules, ce que vous voulez, peu importe, parce que, je cite l'auteur, la médecine grecque de l'époque classique fut vidée en tant qu'art de toutes les notions concernant le sacré, le surnaturel et la transcendance. L'interdiction n'y est donc jamais citée. Et pourtant, il devait nécessairement y avoir une observation de ce que l'on appelle le favisme, ce que l'on appelle en médecine un déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase. Je cite l'auteur, depuis la fin du siècle dernier, la médecine officielle occidentale reconnaît que certains individus, dont l'habitus et le mode de vie paraissent parfaitement normaux, peuvent souffrir d'une idiosyncrasie, donc un caractère individuel, une idiosyncrasie curieuse. Il leur suffit de manger un peu de fèves ou de traverser simplement un champ en fleurs pour être victime d'une crise hémolytique. On se rendait compte donc en plein 19e finissant que des individus développaient des réactions à la consommation de fèves ou à leur pollen, ce qu'on appelle une hémolyse, donc la destruction des globules rouges, passant donc la chose de curiosité magique à fléau par sa démonstration, sans qu'on puisse expliquer la chose encore, avec une forte prévalence en Italie du Sud et en Grèce. Alors la recherche va avancer notamment au milieu du XXe lorsqu'on va se rendre compte que les comprimés anti-paludisme qu'on donnait aux soldats noirs américains provoquaient les mêmes effets que le favisme, donc fatalement obligation militaire oblige, on va s'intéresser à la question. Je passe sur l'aspect moléculaire, on s'en fout, mais donc l'on avait un recoupement par l'observation biologique. Et en même temps, difficile de passer à côté, semble-t-il, puisque, je cite l'auteur, le tableau clinique le plus caractéristique pour une intolérance favique est celui d'une réaction ictéro-hémoglobinurique aiguë. Dans les heures qui suivent le contact alimentaire avec les fèves crues, une gastro-entérite se déclenche avec de violentes douleurs abdominales, suivies aussitôt d'une hémoglobinurie, donc les urines évacuant le sang, donc des urines noires, d'une anémie sévère, d'accès de fièvre et d'un ictère modéré. Ces symptômes disparaissent au bout d'une semaine. Donc il existe bien une maladie, et le mal était, jusqu'au récent mouvement de population moderne, entièrement du sud de la Méditerranée. Je vous mets ici une carte de la prévalence du favisme. Et ça existe encore, vous pouvez vérifier le favisme, ça fait partie des choses que je ne connaissais absolument pas du tout avant la lecture. En fait, le maintien même d'une tare héréditaire que l'on peut considérer comme désavantageuse interrogeait quelque peu sur le plan du darwinisme. On ne sait pas, possiblement une résistance offerte au paludisme explique son maintien, mais peu importe. Et en plus de ça, j'ajouterais que ceci étant, les Méditerranéens pur sucre que j'ai autour de moi n'étaient même pas au courant de la chose et bouffent des fèves, donc autant la chose existe, autant il ne semble pas y avoir d'interdit devenu populaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de la mystique seulement, pas de besoin de nier que l'interdit pythagoricien fut aussi alimentaire. L'observation et l'empirisme avaient eu finalement raison, et du 5e au 19e, en tout cas du 5e avant Jésus-Christ au 19e, le scientisme, le rationalisme et le positivisme avaient nié le réel ou avaient tenté de l'expliquer par le symbolisme. Et la maladie, finalement, était passée inaperçue ou imputée à autre chose. Ce qui donne cette remarque ironique de l'auteur, la psychologie des profondeurs, l'approche sociologique et le structuralisme offrent, tour à tour, des clés pour la lecture toujours renouvelée des anciens textes. Les aperçus éblouissent. Les conclusions des spécialistes de l'analyse anthropologique triomphent. À côté d'elles, on ne rencontre que quelques tentatives rares et timides de compléter, aucunement de supplanter, l'interprétation magico-culturelle et structuraliste du tabou pythagoricien par une justification de nature diététique au sens médical.
Et donc le favisme médical avéré a pu être escamoté par un processus de sélection intellectuelle sans établir le lien causal et réel avec l'alimentation dans un mouvement, on va dire tripartite, constatation favique et interprétation magique pythagoricienne, abandon rationaliste d'un Hippocrate et finalement à l'époque moderne redécouverte par l'observation, notamment de praticiens de campagne et réhabilitation de l'ancien tabou sous sa forme médicale. Je passe sur les anémies, sur l'envahisseur africain qui est la drépanocytose, sur le paludisme. Je pense que l'on a compris à ce stade les buts et la méthodologie de l'œuvre. Si vous voulez la lire, disons que ça conclut après l'étude osseuse, l'étude des pathologies, de leur histoire et du modus operandi de leur diffusion. Et nous passons finalement, pour en finir avec le livre, au cas d'espèce chez Hippocrate. Je cite l'auteur, « Les 7 livres du Corpus Hippocraticum intitulés Épidémie comportent plusieurs séries de descriptions cliniques. Ces listes d'anciens malades grecs, avec l'énumération sèche et précise de leurs souffrances, sont d'une valeur historique inestimable car elles ont servi de modèle à de nombreuses générations de praticiens. Tout le paradigme du traitement occidental de la maladie en découle. » Alors bien sûr, on l'a dit, la traduction d'un texte médical grec est une entreprise difficile pour la compréhension et la restitution des termes, que c'est à la fois complexe et essentiel pour comprendre ce qui est décrit. L'étude du cas mis en avant, un certain Philiskos, dans la dernière décennie du 5e, est très probablement authentique, peut-être même par Hippocrate lui-même. Il est intéressant d'en lire bien les descriptions données, la méthodologie hippocratique qui privilégie grandement le pronostic au diagnostic. On préfère savoir si vous allez survivre ou pas que de faire un diagnostic, et le diagnostic rétrospectif moderne s'y ajoute avec toutes ses difficultés. Je cite l'auteur, « On effleure ici, problème particulièrement difficile de la pathologie historique, quelle valeur faut-il attribuer au silence en ce qui concerne certains phénomènes ?» Néanmoins, Hippocrate, la médecine hippocratique, disons, est une révolution parce qu'elle devient un art fondé cette fois sur l'observation rigoureuse, la compilation, mais rassurez-vous, on crève autant avec que sans peu ou prou. On est dans une révolution intellectuelle de l'observateur plutôt que du praticien. On met à l'écart le divin, on rationalise, on regarde l'environnement et le patient, on examine, mais on est très clairement à 1000 km de la médecine moderne, c'est encore l'ancien monde, tout est conjectural, pas mal de théories et remèdes ne sont absolument ni pires ni meilleurs qu'avant. Voilà pour la partie gardée dans cette médecine hippocratique, la révolution méthodologique, mais oubliez la notion de progrès médical en tant que tel, on ne soigne pas un moribond avec des aphorismes. Ce qui d'ailleurs... j'ai l'impression qu'on a un retour en force de la chose chez nos médecins actuels, au-delà du antibiotique pas automatique, les consultations sont de plus en plus vagues et on a parfois l'impression que le type en face de vous espère secrètement apercevoir un truc bénin, ce qui lui permettra de régler la chose en quelques phrases. Bref, les 2 cas exposés, je passe sur l'autre, sont l'occasion de contempler cette médecine de la Grèce classique, puis le passage fait jusqu'à nous pour arriver au diagnostic moderne. Mais pour tout ça, bien entendu, vous lirez le livre sur lequel je m'arrête à présent. Alors, pour en terminer, le grec se digère-t-il toujours aussi mal? Long de l'œuvre, bien sûr. Alors le livre est certes un peu daté sur l'aspect recherche et compagnie, puisqu'il a 40 ans, mais il est parfois passionnant. Il faut bien comprendre que les infos données, la plupart sur lesquelles j'ai essayé d'être prudent, de vérifier ou de préciser le contexte, pour moi d'ailleurs, plutôt pour vous à la base, toutes ces infos-là, elles ont 40 ans et plus. Il n'empêche par ailleurs que le livre et l'auteur sont toujours abondamment cités. Mais c'est intéressant ce recul parce que l'on peut voir la valeur de ce qu'il avance et le comparer avec la réalité des travaux de pointe aujourd'hui, comme j'ai dit. Et de ce point de vue, bien force est de constater que ça tient debout, mis à part sur certains points mineurs, on va dire, mais en tout état de cause, au global, le livre est prudent et pondéré. Alors il y a parfois un langage médical qu'aucune personne normalement constituée ne peut comprendre, ça se lit, je vais être honnête avec Wikipédia parfois, ce qui est le plus simple, faut l'accepter, et je pense que pour certains lecteurs, ce sera un petit peu gonflant de bouffer 500 pages de chiffres, de noms, de maladies, avec du langage de technicien médical. Je pense que ce qui peut t'intéresser le plus sont les parties un petit peu plus concrètes, sur la démographie par exemple, sur les ossements anciens, les traumatismes reconnus, vus, voilà, ça peut peut-être être plus intéressant pour le lecteur du commun.
Ah, je vous mets d'ailleurs, c'est la version que j'ai en couverture. Donc quel intérêt autre que pour la culture personnelle? C'est difficile à dire pour un intérêt pratique. De quoi étaient affligés nos ancêtres et quel ressort cela a pu faire agir? Ça n'a sûrement pas de réemploi direct possible pour nous, matériel et concret ou utile à notre situation. Disons qu'à titre personnel, je trouve ça bien entendu intéressant d'en savoir plus sur beaucoup de sujets, mais il y a autre chose, le plaisir de retrouver d'autres mentalités, ce que A produit sur B et autrement, hein, donc en l'occurrence la maladie sur l'homme, pour sortir un petit peu de nous-mêmes. C'est un peu comme la peste dont on a parlé, ces époques où l'on ne sait pas guérir grand-chose, où la mort moissonne à tour de bras dans la guerre comme dans la paix, de voir les mentalités, la résilience et la civilisation, alors que les maux infligés sont sans nombre et que la vie comporte sans aucun doute bien plus de peine que de bonheur. Il y a quelque chose, comme vous le comprenez, de la leçon de vie en arrière-plan du livre. En tout cas pour moi. C'est donc une plongée dans un monde où l'on meurt beaucoup, et jeune majoritairement, tout le temps dans la souffrance, ou même donner la vie à un prix de mort souvent. C'est d'ailleurs ce qui lui donne ce poids et cette force être encore plus importante que l'on a oublié à notre époque, où donner la vie relève a priori du choix d'un corps, selon certaines de nos têtes bien ou mal pensantes, je ne sais pas. Ce qui n'empêche pas, et à mon avis d'ailleurs ne provoque pas non plus, sinon ce serait né partout avec la même intensité, et bien ce qui n'empêche pas le génie civilisationnel de notre continent. C'est toute la profondeur qui est restituée de notre civilisation européenne, de notre histoire, le témoignage d'un legs qui a été fait dans la douleur, c'est comprendre un peu de ce qui était avant et mieux comprendre, on va dire pour mieux comprendre ce qui est maintenant. Ce n'est pas une exagération, on l'a dit, la maladie fauche à tour de bras, et entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ, qui est un petit peu le thème du livre, mais on peut aller jusqu'au début du 20e, et on a peu de chances de dépasser 40 ans. C'est un monde qui est marqué par ça, fatalement. J'avoue que je ne mesurais pas à quel point, dans le cas de la civilisation antique en tout cas, disons que je ne mesurais pas à quel point c'était justifié dans ce cas précis. Pour moi, c'était limité aux grandes pandémies, mais en fait, cette surmortalité épidémique ponctuelle était en fait une surmortalité dans la surmortalité, si je puis dire, si je me fais comprendre. Il provoquait un sommet, une cime dans la représentation du macabre et la mentalité millénariste, parce que l'on franchissait des limites vers quasiment l'anéantissement qui dépassait ce que toute société pouvait encaisser. Hein, le monde pensé, c'est avant tout l'homme, et l'homme est forcément affecté par ses limites. Et pourtant, nulle trace de tout ça chez les Grecs, en tout cas pas à la mesure de leur souffrance, ni même d'ailleurs ailleurs en Occident. Il faut vraiment attendre que les épidémies dépassent le stade de la moisson usuelle pour aller vers l'extermination du type peste noire, pour retrouver effectivement ce genre de mécanismes sociaux. À l'aune de la mort et des vies fauchées, de ces vies civiles, hein, les nôtres, on mesure aussi, c'est vrai, la chance de notre époque, hein, ça ne rend pas tout acceptable, mais nous sommes les chanceux héritiers de 3000 ans de travaux médicaux. Le livre permet aussi de mesurer la lenteur de l'homme et la rapidité de la maladie. J'ai béni le siècle, hein, à juste titre, je pense, mais la Covid, appelez ça comme vous voulez, a par exemple été une expérience sociale intéressante, puisque peur primaire revenue, scientisme et charlatanisme, magisme, en compétition idéologique plus que médicale, précipitation d'une société maintenant habituée à maîtriser son sort, surtout en Occident, réflexes animaux et individualistes et compagnie, ça a été un rappel salutaire de ce qu'est la maladie, je crois. En tout cas, est-ce qu'on en a tiré les leçons? Ça, c'est encore une autre question. Allez, je vous cite ce passage de l'auteur de 1983. Le germe de cette maladie, myxovirus influenza, provoque chez l'homme une puissante réaction immunitaire qui détermine l'arrêt des grandes vagues épidémiques. Cependant, cette réaction spécifique ne suffit pas pour éliminer définitivement la maladie, car son agent déjoue les défenses immunologiques par un processus d'hybridation continuelle entre les souches humaines et les souches qui parasitent les animaux. La grippe est une maladie des animaux domestiques et des oiseaux qui vivent à proximité de l'homme. C'est en Asie, dans des vastes territoires à la frontière de la Sibérie et de la Chine occidentale, que se produit, en règle générale et dans les temps modernes, la recombinaison génétique périodique du virus grippal humain. Là naissent les vagues pandémiques qui progressent avec une grande rapidité et infectent de manière cyclique l'humanité tout entière. On ne dira pas que c'était visionnaire, c'est tout simplement le mécanisme habituel de la chose.
Ce livre a son utilité en définitive pour notre savoir général, disons ça comme ça, et la connaissance de la société de nos ancêtres, mais aussi pour mesurer les progrès, les reculs et les permanences face à la maladie. Puisque s'il est sûr que l'on guérit mieux cette dite maladie, eh bien il n'est pas sûr qu'on la comprenne mieux, et il est presque certain qu'on l'accepte moins bien. C'est d'ailleurs c'est l'idée du paradoxe de Tocqueville, pour ceux qui connaissent, la différence entre la situation idéale et la situation que l'on connaît, et finalement plus la situation que l'on connaît est proche de l'idéal, plus cette différence est ressentie comme intolérable. Voilà, c'est valable dans beaucoup de domaines, c'est valable en sociologie, c'est valable d'un point de vue des conditions de vie modernes. On a aujourd'hui des conditions de vie matérielles plus favorables qu'à aucune époque, et pourtant on n'a toujours pas atteint un optimum. Et chaque fois que apparaît une crise économique légère, que le prix de l'essence augmente, tout cela est ressenti comme plus intolérable que cela n'aurait été ressenti il y a 150 ans. Peu importe, c'était le petit laïus paradoxe de Tocqueville, pour ceux que ça intéresse. Et donc pourtant, si on nous enlève un peu de cette modernité, je pense que nous en serons revenus au même point. Sans aucun doute, sans la force d'acceptation et de caractère de nos ancêtres européens, bien plus accoutumés à cette moisson d'Hadès. Voilà donc pour le livre. Terminons comme d'habitude par une phrase et une note. Par quoi est-ce que je commençais habituellement ? Commençons par la note. La note sera bien entendu, la maladie des Grecs est toujours sans remède et sans traitement et se répand de plus en plus dans nos sociétés sur 10. Quant à une phrase, je vous cite Polybe dans le livre pour voir que les géniards sont éternels. Je vous le cite. La Grèce entière souffre d'un arrêt de procréation et d'une disette d'hommes tels que les villes sont dépeuplées. C'est que les gens d'aujourd'hui, aimant le faste, l'argent et la paresse par-dessus le marché, ne veulent plus se marier ou, s'ils sont mariés, élever une famille. Et tout au plus s'ils consentent à avoir 1 ou 2 enfants afin de les laisser riches et de les nourrir dans le luxe. Incroyable, on croirait un boomer de Facebook. Mais non, c'est Polybe. Bien, voilà pour ce soir. Voilà qui conclut ce propos. Mercredi, normalement, nous nous retrouvons pour la dernière partie et la conclusion de l'histoire de Gênes en compagnie de Skyros. Et comme je suis absent de vendredi à lundi inclus, je vais essayer d'organiser jeudi une partie de GeoGuessr, mais je ne vous promets rien parce que c'est le problème déprimant de réunir les gens qui est toujours très difficile, qui est sans doute le plus difficile sur la chaîne. Les réceptions et autres tier lists en compagnie des personnes, encore que les tier lists cette année sont remplies. Mais c'est toujours un petit peu, c'est toujours avec un regard un petit peu désabusé que je constate la difficulté de la chose, comme le fait de faire 50 vues pour mes vidéos. Après, il va falloir passer des heures, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc dimanche, j'essayerai d'enregistrer en avance la vidéo prévue, Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, pour la poster dimanche, mais ce sera hors stream, donc voilà pour le programme. Mercredi, c'est certain, et peut-être jeudi, sans certitude, là sur ce point, et pause dans le stream, pas de stream dimanche, puisque ce sera directement posté sur YouTube. Voilà. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite un excellent début de semaine, on se retrouve dès mercredi, d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.